Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief hebdo. Tous les dimanches à 10 h, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité. Décor pas très surprenant, on arrive sur les fêtes de fin d'année, proches des fêtes de fin d'année, pardon. Je vais faire donc un débrief différent de d'habitude, moins de montage, moins de trucage, moins de maquillage également. Vous voyez même que l'étoile est en train de luire sur mon crâne fortement chevelu. Merci encore une fois de votre soutien, de votre présence, de votre fidélité. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en cours de semaine, pour ceux qui sont abonnés, vous recevez les notifications ici sur cette chaîne avec un point sur les cryptos. Donc on va parler bien évidemment de l'actualité d'un marché parfois sur beaucoup d'actifs, d'ailleurs on va le voir cette semaine, un peu déconnecté de la réalité, des mouvements assez surprenants, je dois vous l'avouer, et on va parler bien évidemment aussi des cryptos, où est-ce qu'on en est, même si je fais un point et j'ai fait un point mercredi soir, vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir si tel n'est pas déjà le cas. Encore un grand merci pour vous qui faites partie des 50 000 premiers abonnés, bienvenue aux nouveaux qui vont s'abonner très prochainement, et merci également pour vos pouces vers le haut comme toujours. Donc tout de suite direction les graphiques, on va parler tout de suite du CAC 40. Alors assez étonnant, vous savez ce qui se passe en France, notamment d'un point de vue politique, et on aurait pu se dire oulala, catastrophique pour les marchés, bah, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire limite il fallait ça pour que le marché monte, assez incroyable, mais c'est le cas. Le CAC notamment, alors au moment où je tourne la vidéo, le marché n'est pas encore clôturé, mais prend plus de 1%, quasiment 1,5% vendredi. Donc je vous l'avais dit, hein, pour ceux qui font partie d'IVT, vous le savez, et même je vous le partage ici. Mon fameux plan Biquette 2024, hein, hashtag la chèvre de l'année, c'est le CAC qui est en négatif. Bah aujourd'hui, je vous disais aussi la semaine dernière, je comprends notamment le marché qui n'arrive pas à baisser plus parce qu'on se dit bah le CAC est négatif cette année. On a tous les autres indices, tous les autres marchés qui font pour beaucoup des nouveaux records historiques. Bah, le CAC, cette chèvre, n'arrive pas cette année. Je comprends effectivement les achats à bon compte. Ce qu'on appelle des achats à bon compte, en gros, c'est que ça a beaucoup baissé sur certaines actions qui nous intéressent. Alors, on peut regarder vite fait quelques actions ensemble. On va le faire après plus en détail. Mais si vous regardez, par exemple, on en avait parlé, je vous en avais parlé, BNP, par exemple, sur cette zone des 53 euros, bah, vous voyez finalement 53 euros. Cette zone qui tient depuis finalement le mois de mai, on revient dessus, l'action a perdu 20%, on revient dessus et on se dit ok, bon bah c'est une opportunité de rentrer, notamment sur cette fameuse stratégie que j'appelle IBL, Investing by Level. On a des actifs préférés, privilégiés d'un point de vue fondamental qui nous intéressent. On revient sur des niveaux techniques importants, intéressants, et on se dit bon bah voilà, je continue à accumuler sur ces zones-là dans une optique moyen-long terme, même si les conditions économiques, même si les conditions politiques ne sont pas favorables, bah ça me permet tout simplement de compléter ou de rentrer une exposition là-dessus. Alors, je pourrais également faire par exemple LVMH, une action qui est particulièrement suivie, hein, le secteur du luxe, une très grande partie quand même de la pondération du CAC 40. Bah, vous voyez que depuis quelques mois, hein, depuis le mois de mars, l'action a perdu 35% de sa valeur. Donc on retourne sur cette zone des 600 euros. Et bah, vous voyez cette zone des 600 euros qui a été testée notamment en 2022. On revient sur cette zone et vous voyez que finalement, même si le flux reste baissier, on revient sur cette zone et on a quelques achats à bon compte qui sont opérés et c'est probablement ce qui permet justement au CAC 40 de ne pas sombrer beaucoup plus bas, en tout cas pour le moment. C'est pas parce que le CAC prend 1% que ça y est, on rentre dans une tendance haussière. Non, on était dans une tendance baissière depuis, alors j'allais dire depuis le début de l'année, mais pas vraiment en fait, c'est depuis le mois de mai, le mois de juin, puisqu'on a enfoncé ici les moyennes mobiles, hein. Je vous rappelle, je travaille toujours avec deux moyennes mobiles essentiellement, c'est notamment pour alléger les graphiques, hein. C'est pour pas avoir justement un sapin de Noël. La MM20 daily ici et la MM50 daily, ça croise et puis derrière on passe dans une tendance baissière. Donc c'est pour ça que tout au long de cette année 2024, j'ai fait que travailler à la vente le CAC, ça a très très bien fonctionné. Et donc oui, messieurs, dames, je vous annonce donc aujourd'hui que je n'ai plus aucune position. Alors j'en avais encore, hein, que ça soit au-dessus des 7600, que ça soit à 7005. Et j'en avais ouvert aussi, notamment en cours de semaine, autour des 7300 points, tout simplement parce qu'on revenait sur une zone de résistance. Il fallait que cette zone de résistance réagisse. Ça n'a pas été le cas. Donc vendredi, j'ai coupé l'intégralité de mes positions à la vente. Alors pour autant, est-ce que je passe d'une casquette rouge à une casquette verte? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Bah parce que pour le moment, on est revenu finalement, on était dans une tendance baissière, on arrive maintenant à être dans une tendance neutre sur le CAC, autour de la MM50 daily. Donc on verra au cours de ces prochains jours, ces prochaines semaines. Je vous avoue, après avoir travaillé, et c'est plutôt là en mode psychologie de marché, tout au long de l'année, le CAC 40 et que ça a très très bien fonctionné, j'étais en position vendeuse jusqu'à cette semaine. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que je vais passer acheteur tout de suite et il y a toujours un temps où il faut passer en mode casquette bleue
pour tout simplement laisser respirer le marché. Donc aujourd'hui sur le CAC, tant qu'on ne repasse pas clairement, et c'est pour ça que je vais remonter mon niveau d'alerte ici, tant qu'on ne repasse pas sous les 7330 qui était mon niveau d'invalidation de toutes les positions vendeuses, et quand bien même j'avais des positions vendeuses bien évidemment bien plus hautes que cette zone des 7100, 7200, puisque le but du jeu c'était justement de continuer à travailler et surtout de tenir les positions. Mon objectif à 7120 a été atteint, mais mon dernier objectif à 6800 n'a pas été atteint. Donc vous voyez ici, notamment en données hebdomadaires, hop, on a cette zone-là des 6800 points qui est une grosse zone d'intervention. Pour le moment, on n'y va pas. Donc on verra, je verrai en tout cas au cours de ces prochains jours. Si on, bien évidemment, se réinstalle sous les 7300, signal de faiblesse, j'y retournerai probablement. Mais toujours pareil, il faut décomposer en fait son exposition en plusieurs niveaux. Un tiers, 2 tiers, 3 tiers, donc être 100% d'une exposition globale qu'on s'autorise. Et le but, c'est pas toujours de cliquer soit à fond à l'achat, soit à la fond à la vente, et de chercher systématiquement les points bas et les points hauts. Alors le point bas il a été touché puisque c'était 7120, c'était mon premier objectif, mais ensuite les objectifs suivants n'ont pas été atteints. Donc maintenant on arrive en tendance neutre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser respirer un peu le marché plusieurs jours, peut-être même d'ailleurs plusieurs semaines et peut-être même probablement jusqu'en 2025. Je vous avoue que cette année, même si j'ai été très actif l'année dernière entre Noël et le jour de l'an, cette année j'ai pas forcément envie de reproduire la même chose, mais bon, si le marché me le demande, parce qu'encore une fois, c'est à nous de nous adapter au marché, c'est pas l'inverse, je le ferai, mais j'aurai toujours bien évidemment un regard sur les marchés, mais probablement moins actif cette année entre Noël et le jour de l'an. Donc on verra bien en fonction de la volatilité du marché. Et on en vient justement à la volatilité du marché au sens plus large. Si on regarde par exemple les indices américains cette semaine, il y a très très peu de volatilité. Si vous regardez l'indice Dow Jones, finalement, il s'est pas passé grand chose. Ça fait 2 semaines que ça végète un petit peu. SP500, Nasdaq, un peu plus punchy cette semaine, quoique si on regarde le SP500, les bougies sont vraiment très très resserrées, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités, voire pas du tout. Moi en tout cas, dans une logique intra-swing, pour le moment, je suis complètement out, encore une fois, et je vous le dis en toute honnêteté et transparence, je ne suis pas à l'achat sur le SP, sur ces niveaux-là, notamment du fait que on arrivait proche de la borne haute de ce canal ascendant, que j'avais d'ailleurs vendu ici, si vous vous rappelez cet été, derrière on avait perdu 10%, peur derrière dans un landing et fin du carry trade sur le yen au Japon. Derrière j'avais revendu justement cette zone-là, on a perdu 5%. J'avais revendu cette zone-là, je vous en avais parlé d'ailleurs de cette zone des MM50, je visais les 5700 pour cette vente-là. Donc de plus en plus resserré, finalement les consolidations sont de plus en plus faibles, de plus en plus resserrées. Donc voilà, très peu de volatilité. Aujourd'hui j'ai fait le choix, et c'est pas le bon choix, c'est le mauvais choix en tout cas de ne pas être à l'achat. La question, c'est est-ce que faut rentrer maintenant à 6100 points? Je vous laisse répondre à cette question. Moi, en tout cas, je ne le fais pas. Et encore une fois, je ne suis pas là pour faire du conseil ou quoi que ce soit. Je vous dis simplement ce que je fais dans les beaux moments, dans les mauvais moments et dans les moments où je ne fais rien. Je ne suis pas vraiment à l'aise sur cette zone-là. Donc, quand bien même le marché continue à monter. Et d'ailleurs, si on regarde ici, on a eu ce mois-ci 140 milliards de dollars qui sont rentrés dans les fonds aux États-Unis, dans les fonds d'actions américaines, depuis les élections finalement de Donald Trump. Donc ce qui montre quand même une certaine confiance, un peu en mode pro-entreprise du nouveau président des États-Unis. Et donc ça favorise toujours les indices américains et également le dollar américain qui progresse, alors qui progresse plus tant que ça. On voit d'ailleurs l'euro-dollar sur lequel je vous rappelle que j'avais un énorme plan de vente entre 1,11 et 1,12 qui aujourd'hui est en train justement de travailler cette zone des 1,05. Au mois de la fin de l'année 2023, on avait eu justement un travail de cette zone des 1,05, 1,06 pendant 6 semaines. Là, ça fait 3 semaines qu'on est en train de le travailler. Vous voyez, l'euro-dollar fait un peu n'importe quoi. Alors, encore justement un point étonnant pour la transition avec le CAC 40 et avec les élections, le gouvernement en France, et notamment ce fameux budget, ce vote de censure qu'on a eu en France. Aux États-Unis, on a eu cette semaine des publications, donc le fameux NFP, cette semaine, c'est la grosse stat de la semaine, vendredi, et on a eu des créations d'emplois supérieures aux attentes et des hausses des salaires supérieures aux attentes. Donc ça veut dire qu'il y a de l'inflation et ça veut dire que finalement l'économie américaine, ça va. Donc il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux d'intérêt. Vous allez me dire, oui, mais le chômage, 4,2, c'est supérieur à 4,1. Alors attention, le chômage,
Je ne vais pas dire que c'est trafiqué, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais le chômage américain est calculé d'une certaine manière plutôt avantageuse, notamment pour ceux qui ne recherchent pas, par exemple, de l'emploi, des emplois et qui ne postulent pas pendant 15 jours une fois d'être au chômage, finalement, ils sortent du chiffre. Donc voilà, ce genre de détails-là, forcément, le chiffre du chômage est un peu moins regardé que les créations d'emplois, donc c'est assez étonnant. Et puis finalement, vous dites, ok, la Fed n'a pas forcément besoin de ces taux d'intérêt, donc c'est pas forcément bon signe pour les actions américaines. Mais en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Le dollar n'a même pas monté, il a plutôt baissé à la sortie de ces chiffres-là. Donc assez étonnant que ça puisse paraître. Et on a même maintenant une augmentation de l'anticipation des marchés vis-à-vis d'une prochaine baisse des taux de la Fed le 18 décembre, qui je rappelle est la dernière réunion de la Fed cette année. Donc on était à peu près à 71-72% d'anticipation d'une baisse des taux, c'est monté maintenant à 87%. Donc on attend dans 2 semaines une baisse des taux de la réserve fédérale américaine. Donc on a eu un dollar américain après ce chiffre. Alors là, c'est en train de monter un petit peu, vous voyez cette bougie-là. Mais au moment de la publication de ce chiffre, à 14h30, vous voyez, on a eu une bougie rouge. Puis derrière, finalement, le marché est en train de se raviser. Donc on a l'impression que ça part quand même un petit peu dans tous les sens. C'est assez étonnant. On a l'impression que c'est un peu un jeu technique qui est en train de s'opérer à droite et à gauche. Bref, on a toujours un euro-dollar, donc attention, pour le moment, je ne suis pas acheteur. D'ailleurs, j'avais même pris une petite position à la vente sur l'euro-dollar en cours de semaine parce que on avait un excès de faiblesse, un signal de faiblesse ici sur l'euro-dollar. Mon graphique est en train de bugger. Voilà, tout simplement parce qu'on a un échec sous la MM20 daily. On a une belle impulsion baissière avec du coup la possibilité, et en tout cas c'était ce que j'envisageais, sorti par le bas d'un range latéral, dans une tendance baissière ici H4, plus de chances, donc 70% de chances d'en sortir par le bas que l'inverse, finalement vous avez vu que ça a échoué. Alors ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher demain, donc là aussi, toujours pareil, quand on fait des plans et quand on agit sur le marché par rapport à un scénario qu'on se fixe, c'est pas parce qu'on n'a pas raison tout de suite que forcément on a tort. Et c'est pour ça que j'utilise toujours un petit peu cet adage que j'ai inventé entre guillemets, en tout cas que j'utilise, ces fameuses 2 cartouches. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on prend une position que ça marche pas tout de suite et qu'on coupe en perte forcément, que derrière on ne peut pas relancer le même plan parce que tout simplement le marché a fait un petit excès, qu'il soit haussier et baissier en fonction justement du sens dans lequel on est. Donc c'est pas parce qu'on a eu ce petit excès au-dessus de 1,06 que forcément derrière ça va monter en ligne droite et qu'on va aller tout là-haut au ciel et qu'il y a un retournement de tendance. C'est simplement que le marché peut être en train de respirer et que demain, donc en l'occurrence la semaine prochaine, peut-être que l'euro-dollar nous redonnera un signal de faiblesse, par exemple sous les 1,0481. Et dans ces cas-là, ce que je viens de vous dire là, ici, plus de chances d'en sortir le bas que l'inverse, ça se vérifiera. Donc c'est toujours pareil, quand on est dans l'action, vous savez, quand on prend des positions sur le marché, c'est complètement différent de dire ça va sortir par le bas et d'attendre finalement qu'on en sorte. Entre les deux, il peut se passer beaucoup de choses, des hésitations psychologiques, des hésitations techniques, ou tout simplement on se fait sortir parce qu'on a, on a mis une invalidation qui n'était pas forcément la bonne, mais ça on le sait qu'après coup finalement. Donc il faut toujours prendre un petit peu de recul, toujours s'autoriser une deuxième cartouche, ce qui permettrait de relancer un plan qui finalement n'a été invalidé mais que temporairement. Donc faut pas s'en mettre non plus 10 dans le barillet parce que sinon si on se prend 10 stop loss dans la journée, c'est qu'à un moment donné il y a un truc qui va pas, c'est qu'on n'est pas dans le bon sens tout simplement. Mais s'autoriser une deuxième cartouche, ça nous permet aussi sur la première cartouche de dire sur ce trade là, il faut savoir que dès qu'on clique sur le bouton de la souris, il n'y a aucune certitude de rien. Mais s'autoriser de cliquer une fois et se permettre d'échouer. Parce que si on veut attendre systématiquement d'être sûr qu'une position qu'on prend, il faut qu'elle parte tout de suite dans notre sens et il faut qu'on ait raison 100% du temps, alors je vous jure que ça ne fonctionnera pas en moyen long terme. En fait, dans notre métier, où pour certains c'est plus une passion, pour d'autres c'est une activité complémentaire, ou pour certains tout simplement débutent, il faut se dire que les pertes font partie intégrante du trading et qu'on ne peut pas gommer en fait les erreurs. Ce n'est pas possible. C'est juste que ça fait partie du métier. C'est comme si vous disiez un sportif, c'est normal de temps en temps qu'il loupe une passe. C'est normal de temps en temps qu'il loupe un match. C'est normal de temps en temps qu'il loupe une saison. Mais on ne peut pas lui tomber dessus si à un moment donné, il y a peut-être une situation de faiblesse ou il y a une erreur. Vous savez, ceux qui font des erreurs sont ceux qui font justement. Ceux qui n'agissent pas et qui font simplement des commentaires de la veille, malheureusement, oui, ils ont toujours raison, mais
En fait, dans l'action, dans l'activité, dans le temps réel, la situation est complètement différente puisqu'il y a énormément de notions aussi de respiration de marché, de psychologie, d'ajustement de taille de position et en fait tout simplement d'exposition globale. Donc voilà, concernant l'euro-dollar, on verra si la semaine prochaine on a à nouveau, pourquoi pas, une faiblesse sur les 1,0481, mais pour le moment on est tout simplement dans un petit range. Alors, autre phénomène aussi étonnant, on va les enchaîner, je vous ai dit que je me concentrais là-dessus. Alors le pétrole. Le pétrole, je vous avais dit depuis maintenant quelques temps qu'on arrive sur cette zone des 70-72 dollars, grosse zone hebdomadaire, mais que j'attendais justement pour payer. Et donc cette semaine, j'ai payé avec un tiers d'exposition. Pourquoi un tiers d'exposition? Déjà, ça c'est très important lorsqu'on fait du trading ou de l'investissement. On ne fait pas all-in systématiquement sur tout ce qu'on fait. Il faut s'autoriser la respiration du marché, tout ce que je vous ai dit juste avant. Tout simplement parce que je commençais à avoir une petite impulsion haussière ici, sur la zone des 70-72. Je ne l'avais pas payé jusqu'à présent, j'aurais pu le faire une fois, deux fois. Je l'avais payé là pendant cette montée, si vous vous souvenez, et je visais les 80 avant de viser les 85. Bon, on s'est arrêté à 80, derrière, je me suis fait sortir l'autre partie de position au cours d'entrée. Donc j'ai gagné finalement sur ce trade-là. Et en fait, sur le trade cette semaine, j'ai pris un tiers de position parce que je vois très bien que le pétrole est en train de végéter autour des 70-72, mais sans vraiment accélérer. Sauf que cette semaine, on a eu une news qui finalement corroborait avec cette impulsion haussière, ce début d'impulsion de plus de 2,5 sur le pétrole, ce qui est quand même assez conséquent sur le cours du pétrole, 2,5% de hausse. Et parce que les groupes de producteurs, donc de l'OPEP+, ils se sont dit, tiens, on va réviser à la baisse nos prévisions de production en 2025 pour pouvoir soutenir les prix. Donc ça a alimenté justement cette bougie haussière. Alors je ne suis pas allé que pour cette raison-là, je suis allé aussi pour la raison technique que je viens de vous évoquer. Et puis, on a aussi l'Arabie Saoudite et la Russie qui a dit qu'ils révisaient à plus tard, qu'ils repoussaient tout simplement leur plan à réduire progressivement de plus de 2 millions de barils par jour de production jusqu'en avril prochain. Et donc, réduction de l'offre, hausse des prix. Sauf que c'est ce qui a eu lieu, mais ça a duré qu'une journée. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans la foulée? Les cours du pétrole ont fait exactement l'inverse. Donc c'est exactement ce qui s'est passé finalement sur le CAC. On se dit, oh là là, situation politique pas terrible, le CAC monte. Le dollar américain qui baisse alors qu'on a justement un chiffre de l'évolution des salaires et des créations d'emplois qui sont meilleurs que prévu, qui sont supérieurs aux attentes. Assez étonnant, en tout cas dans un premier temps. Et le pétrole, la même chose. Donc assez étonnant, on a des news finalement fondamentales qui n'impactent pas de manière, j'ai envie de dire, entre guillemets, logique. Alors oui, certes, le marché a toujours raison, clairement, mais je pense que c'est ce que nous a montré aussi le marché cette année, c'est que oui, le marché a toujours raison, peu importe les fondamentaux, peu importe ce qui se passe, etc., etc., il a toujours raison. Et c'est effectivement le cas. Donc, on a eu également, pour faire la partie un peu micro, on a eu quelques publications d'entreprises cette semaine. Je vais y aller très rapidement. On a eu par exemple notamment Safran. Safran qui a publié des résultats, alors vous avez vu qu'elle a perdu 7% dans la journée, inférieurs aux attentes, c'était les objectifs 2028, finalement ils ont été publiés inférieurs aux attentes, hausse moyenne du chiffre d'affaires entre 7 et 9%, résultat opérationnel courant de 6 milliards à 6 milliards et demi. Mais voilà, lorsqu'on a des objectifs finalement qui sont rabaissés, parce que je rappelle quand même que globalement le marché attend beaucoup et anticipe l'avenir, price l'avenir. C'est pour ça que quand on a très peu de volatilité, en l'occurrence en France et sur le CAC cette année, c'est pour ça qu'on a des entreprises, des actions et donc le CAC qui était plutôt en situation de faiblesse cette année. Là c'est la même chose bien évidemment sur Safran en l'occurrence. Concernant d'autres publications, on a eu à l'inverse par exemple Lululemon Athletica qui a publié, elle, des résultats supérieurs aux attentes. Donc vous voyez que le titre finalement on a profité tout de suite, on a pris plus de 17% dans la journée. Donc voilà, une bonne publication ici. On a eu également, vous en avez probablement entendu parler, notamment Stellantis. Donc on a le DG Carlos Tavares qui a démissionné. Forte baisse des performances sur le quatrième quand même constructeur automobile mondial. C'est vraiment pas terrible ce qui est en train de se passer depuis le mois d'avril. On a perdu 60% sur l'action, ce qui est monumental. Donc démission, peut-être que ça permettra justement de relancer l'activité d'une manière ou d'une autre. En tout cas, voilà, on a toujours aussi des indices européens et américains, donc ils sont toujours soutenus. Alors j'ai oublié d'en parler aussi. On a un gros soutien notamment de SAP pour l'indice DAX.
Je vous rappelle que la progression de SAP a contribué à peu près un tiers de la hausse de l'indice allemand DAX. Donc c'est assez concentré, même si maintenant c'est plus le DAX 30, mais c'est plutôt le DAX 40. Donc ce qui permet justement de diversifier un petit peu plus l'évolution des indices, mais ça correspond encore SAP à un tiers de la performance de l'indice allemand DAX. Je reviens simplement très rapidement sur les indices américains. Donc pour moi, il n'y a pas de signal de faiblesse, hein, bien évidemment pas sur les indices américains, loin de là. J'ai quand même quelques alertes pour la semaine prochaine si ça peut vous intéresser. 44 500 sur le Dow Jones, si on passe là en dessous, première alerte. 6000 points sur le SP500. Tant qu'on passe pas là en dessous, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse. Et concernant le Nasdaq, il faudra repasser sous les plus hauts du mois de novembre, donc en l'occurrence les 21 200, tant qu'on passe pas là en dessous, pour le moment on est toujours plutôt dans des impulsions qui sont haussières. Alors très rapidement aussi, j'en avais parlé notamment dans le Morning Mood en cours de semaine, donc ça je vous rappelle c'est tous les matins en podcast, hein, vous pouvez suivre sur n'importe quelle plateforme de podcast, c'est un petit peu partout. Bref, j'avais parlé notamment de Tesla, alors ça vous le savez, je suis encore à l'achat là-dessus, hein, notamment depuis les 160-180 début d'année, donc je continue à tenir tout simplement mes positions pour le moment, puisque il profite notamment justement de l'élection de Donald Trump. Et on avait notamment ici, vous voyez, ce genre de figure que j'aime beaucoup, un triangle haussier H4. Donc c'est quoi? C'est tout simplement des acheteurs qui ont de plus en plus faim et qui reviennent à la charge avec une pression acheteuse de plus en plus haute, finalement en termes de prix, et en bouchon qu'on a au-dessus de la tête. Donc là, en l'occurrence, c'était des 360 $. Donc là, on a toujours une disposition et une configuration toujours positive et toujours haussière. D'ailleurs, ça nous permet aussi de passer sur Nvidia. Il y a très peu de volatilité, vous voyez, hein, sur les indices américains. Et là, vous voyez, sur Nvidia, c'est la même chose. Pour le moment, il n'y a absolument aucune alerte. C'est ce que je vous avais dit aussi dans les derniers débriefs hebdo. Tant qu'on ne repasse pas, il y avait une petite alerte en passant sous les 140, mais c'est vraiment une toute petite alerte. Ce n'est pas du tout un signal de retournement. Il faudra vraiment enfoncer la MM50 daily qui est toujours haussière et la borne basse finalement de ce long canal ascendant qu'on a depuis maintenant 2022 sur Nvidia. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, pour le moment, c'est toujours assez positif là-dessus. Donc très peu de volatilité finalement sur les indices américains. Le CAC, un plan que j'ai invalidé. L'eurodoll qui fait un peu n'importe quoi, mais à surveiller quand même pour la rupture de cette zone des 1,0480 pour une deuxième cartouche. Et le pétrole, pour le moment, qui ne réagit pas positivement comme il aurait probablement dû, une réaction probablement qu'il aurait dû avoir positive dans la continuité. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et on est toujours en manque de visibilité, je pense, globalement, entre 70 et 72 $. Voilà, globalement, le tour des marchés traditionnels. Et l'or, si vous voulez, très rapidement, voilà, ne fait plus grand-chose aussi. Très très peu de volatilité, encore une fois, cette semaine. Donc il faut simplement s'armer de patience, bien travailler ces niveaux, y aller surtout de manière progressive. Je pense que c'est un peu le message aujourd'hui, c'est que, ce que j'essaye de transmettre aussi sur EVT, c'est que on est dans cette fin d'année, dans des tendances qui continuent, où on se dit, voilà, c'est un peu compliqué d'acheter du SP500, mais en même temps, ça continue à monter. Il y a des signaux de faiblesse sur le CAC, mais il n'a pas envie d'aller plus bas. On a des petits signaux techniques sur l'euro-dollar, mais finalement, ça fait un peu l'inverse de ce qu'il devrait faire par rapport aux chiffres macroéconomiques. Le pétrole, on a une news qui est censée être positive sur le marché, finalement, ça baisse quand même. Voilà, et l'or ne bouge plus. Donc globalement, je pense que le marché est un peu déjà en mode fête de fin d'année. Après, je vous rappelle, la semaine dernière, on avait eu notamment le Black Friday avec une demi-semaine quasiment sur les marchés américains. Donc je pense qu'on est un peu roue libre globalement. Et on a un marché des cryptos, lui, qui reste encore très solide, très performant, très positif. On reste bien évidemment enthousiaste et on n'a absolument aucun signal de retournement. Alors loin de là, on est toujours dans un mouvement ultra positif. Le Bitcoin sur ses records historiques qui a essayé, alors là encore une fois un message, je vais faire encore j'ai envie de dire pas l'oiseau de mauvais augure, mais le relou. Voilà, je vais faire le relou, on va dire comme ça. 1 milliard de dollars de positions liquidées en 24 heures parce que le Bitcoin est passé de 103 000 à quasiment 92 000 dans la journée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'on pète les 100 000 et se dire, ça y est, on passe les 100 000, allez, levier max, bim, c'est parti, hop, ça va à 150 000, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans la foulée? Alors effectivement, oui, d'ailleurs, on a une réaction positive, et puis derrière, le massacre. 1 milliard de positions liquidées, ça veut dire, en gros, c'est quoi? C'est les positions à effet de levier qui sautent
parce qu'on est surexposé, parce que tout simplement on n'a plus d'argent. Alors soit sur le compte, soit sur des positions après qui sont on va dire individualisées, je simplifie au maximum, mais en gros des positions qui sautent. Et donc forcément derrière on a des spikes. Alors le point positif là-dedans, au-delà du rappeler encore une fois sur ces niveaux-là, et même d'ailleurs pas sur ces niveaux-là, hein, mais c'est la même chose tout au long de l'année 2024 quand on s'est fait peur ici sous les 50 000, hein, on a eu même moins de liquidation qu'en cours de semaine, alors que ça reste haussier. Vous regardez ici en daily, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse, il n'y a même pas d'alerte en horaire. D'ailleurs, si je me mets ici en H4, vous regardez en H4, donc c'est vraiment des unités de temps très courtes, il n'y a rien. Donc, aujourd'hui sur les cryptos, ça reste positif, c'est normal que ça consolide latéralement, et je dirais même au-delà d'être normal, c'est même sain que ça consolide latéralement, parce que ça permet de quoi? De construire des étages. C'est ce que je vous dis maintenant depuis plusieurs semaines. Pour moi, l'objectif, c'est pas justement de savoir quels seront les objectifs ou quels seront les points hauts sur l'Ethereum, sur Bitcoin, sur n'importe quelle crypto. Le but, c'est d'accompagner le plus longtemps possible, mais surtout d'être sûr que cette hausse se fasse de manière construite. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui posent la question, est-ce que c'est encore intéressant de rentrer à 100 000 $ sur le Bitcoin? Parce que ça, c'est la question qu'on se pose. Si on veut faire du court terme et piler, pour moi, non. Si on veut être dans une optique de moyen, long terme en se disant, bon, allez, ok, le Bitcoin, ça y est, il m'a convaincu parce que y a les États qui sont en train de s'y mettre, il va y avoir des réserves avec du Bitcoin, etc., notamment des États-Unis et d'autres États. Donc là, ça commence à devenir sérieux. Il y a des institutionnels qui s'y mettent, etc., etc. Et donc forcément, les cours montent. Donc c'est au moment où les cours montent que ça m'intéresse, parce que c'est quand les cours baissent 70%, comme on l'a vécu ces dernières années, pour avoir vécu 2017, quand les cours passent de 20 000 à 3 000, autant vous dire qu'à 3 000, il n'y a plus personne dans le game. Hein. On est à moins 70, on n'y croit plus le Bitcoin. Puis après, on remonte à 50 000. Ah merde, en fait, ça vaut le coup du coup peut-être, parce qu'on est passé de 3 000 à... Allez hop, je m'y remets. Puis finalement, pendant 2 ans, ça fait que baisser. Et on se retrouve à 15. Et à 15 000, on se dit, c'est la fin du game. Et puis cette année, ça a été pareil. Et encore, sur le Bitcoin, franchement, il a été plutôt sympa parce qu'il a été ultra solide. Hein. Si on remet en arrière, alors on en avait parlé tout au long de cette année, mais on est toujours au-dessus d'une MM50 weekly. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de premier signal baissier. Hein. Donc il a été plutôt sympathique. Ça n'a pas été le cas de l'Ether. L'Ether, c'était un petit peu différent, sous-performance par rapport au Bitcoin. Maintenant, il est en train de reprendre un petit peu de force. Donc ça, c'est plutôt sympathique pour la suite. Il n'est toujours pas sur ses ATH. Il y a toujours un petit peu de la place pour atteindre notamment les 4 800, 5 000 $. Mais donc l'Ether, c'était un peu différent. Quand bien même, j'ai payé tout de même à 2 200 $, vous le savez. Mais donc aujourd'hui, ça continue à construire de manière progressive, comme l'a fait l'Ether ici. Voilà. Phase de consolidation latérale, hop, on en remet une. Phase de consolidation latérale, on en remet une. Phase de consolidation latérale, on en remet une. Et là, probablement, phase de consolidation latérale. Donc, on va voir, comme sur le Bitcoin, ce qui se passe là au-dessus. Est-ce qu'on aura un spike ou pas? Je ne sais pas. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que le point positif qu'on a sur les cryptos, c'est que malgré ces liquidations, malgré ces frayeurs que certains sont en train de se faire, voire des cramages de comptes, le marché est quand même encore ultra solide. Donc ça veut dire que pour faire baisser le marché, il va falloir non pas 1 milliard, non pas 2 milliards, non pas 3 milliards, mais probablement 5, 6, 10 milliards de dollars de positions liquidées d'un coup. Donc vraiment une correction assez importante du marché liée probablement à un événement exogène qui peut se passer sur le marché. Et je vous rappelle quand même que des éléments exogènes sur le marché crypto, on en a vécu depuis ces dernières années. Ça va très très vite. Ça peut aller très très vite en termes de mauvaise oeil. Encore une fois, je ne suis pas là pour faire l'oiseau de mauvais augure. Au contraire, je suis simplement là pour prévenir en disant il faut y aller de manière modérée, progressive, dans ses choix, dans ses allègements, dans ses prises de bénéfices. Et surtout, dans les moments de panique, faut rester lucide, faut rester solide. Dans les moments d'euphorie, parce que là, on peut plutôt effectivement dire qu'on est dans un moment plutôt euphorique sur le marché des cryptos, il faut aussi savoir rester lucide et prendre quelques bénéfices. Ça ne veut pas dire tout sortir. Alors certains me répondent à mes commentaires sur mes vidéos en disant « Ah, moi j'ai sorti 90%. » Non, pourquoi pas? Chacun fait comme il veut de toute façon. On peut être 100% vendeur, on peut être 90% cash et on peut être 90% acheteur. Ça, après, chacun fait comme il veut. Mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes.
Et aujourd'hui, il y a une hausse qui est en train de se construire, qui, je pense, au vu des conditions techniques qu'on a aujourd'hui, qui sont encore positives, qui a encore du potentiel et que il va y avoir de plus en plus de pics de volatilité encore plus violents. Encore plus violents. Donc, attention à ça, il faut être prêt. Il faut avoir un peu de cash. En tout cas, pour moi, j'ai du cash, ce qui permettra justement d'acheter. Si jamais à un moment donné, il y a un mouvement de panique, pourquoi pas. Aujourd'hui, les mouvements de panique, entre guillemets, sont vraiment trop courts pour pouvoir notamment travailler la gestion active. Donc, comme je vous l'ai dit ces dernières semaines, moi, ça me permet de continuer justement à faire ce qu'on appelle les take profits, donc de prendre des bénéfices en gestion active. Donc, toujours pareil, il y a une poche long terme. Long terme, c'est long terme. Donc, le marché prenne 60% x 2 ou perdre 30, 40, 50%, ça ne change rien. C'est du long terme. C'est un objectif long terme. Ce n'est pas un objectif de performance. Sur de la gestion active, c'est un objectif, donc pas de performance non plus, mais c'est un objectif sur des unités de temps plus courtes. Donc forcément, quand vous avez des cryptos qui font du x2, x3, bah forcément, vos objectifs, progressivement, ils sont atteints. C'est la même chose sur l'Ether. Quand j'ai payé cette année, par exemple, 2200 en gestion active l'Ether et qu'on arrive à 3900, bah, je suis super content. J'ai pris sur toute cette hausse en gestion active 80% de performance. C'était un objectif que je m'étais fixé quand on était en bas au trou. Et quand on est là, je vous garantis, quand on est à 2200, que tout baisse et que l'Ether est en train de se faire un petit peu défoncer, excusez-moi du terme, voilà, vous n'êtes pas serein, vous dites, ah ouais, 2002, on ne retournera jamais à 3009. Ouais, mais moi, je paye là, je vise des objectifs intermédiaires et je vise, dernier objectif, pour les 30% d'exposition qui me restera, 3009. Bah finalement, 3 mois après, on y est. 2 mois après, on y est. Donc, je veux dire, c'est le même comportement à l'inverse. Et prendre des bénéfices quand on a vécu 2017, 2021, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qu'on a eu des pertes de 50, 60, 70% sur le marché, en gestion active, je pense, à mon avis, que ce n'est pas déconnant. Voilà. Si on s'est fixé des objectifs financiers, des objectifs d'euros, de dollars, des objectifs techniques, bah, il faut les respecter, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça fait un débrief hebdo un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère être rentré en tout cas dans les détails de comment je vis le truc, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, et un petit peu justement parfois des marchés sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise de prendre des nouvelles positions, en tout cas trop fortes dans des conditions de marché. Alors déjà, c'est la fin de l'année. Le plan CAC 2024, messieurs, dames, voilà, on va verser ensemble une petite larme de ce plan CAC 2024 qui est terminé. Je vais donc commencer 2025 avec une page blanche, vierge justement, et ça permettra justement ces quelques semaines avant d'arriver à 2025, finalement d'avoir un petit peu l'esprit un petit peu plus clair, de revoir tous les graphiques de A à Z et de réaliser de nouveaux plans ensemble. Pareil sur l'euro-dollar, en 11,12, grosse zone de vente, on est sur la 1,05. Les objectifs ont tous été atteints. Voilà, donc des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. L'objectif c'est d'aller jusqu'au bout quand ça fonctionne, quand le marché nous donne raison de charbonner, et quand le marché nous donne tort et nous donne des signaux inverses de ce qu'on fait, de ce qu'on voit, de ce qu'on comprend, comme par exemple cette semaine sur le CAC, il faut l'accepter parce que le marché a toujours raison, c'est comme ça, et ça fait partie du game, ça fait partie de notre métier, ça fait partie des marchés, de toujours se remettre en question, et ça nous rappelle aussi l'humilité qu'on doit avoir face au marché. En tout cas, j'espère que vous avez profité et que vous profitez encore de ce mouvement sur le marché des cryptos. Un petit peu plus de retrait sur les marchés traditionnels, un peu étonnant, et très peu de volatilité. En tout cas, c'est l'heure pour moi de vous souhaiter un très bon dimanche, une très belle semaine. Merci encore de votre soutien, vos pouces, vos commentaires, vos messages. Merci à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.